Je ne vais pas faire trop de présentation. Vous avez entendu ma bio. Je voulais où je mon style, vous devrez me demander plus tard. Donc, un des défis aussi qu'on va faire face dans un avenir approché, c'est comment aussi nous parlons de ce que ça veut dire d'être souverain. Et bien sûr, aussi, dans certains contextes, nous avons tous une idée de ce quoi ça signifie. Et en 2025, même dans les démocraties aussi qui réclament le pouvoir souverain, nous sommes encore et qui recherchent ceci. Autant que j'aimerais discuter aussi, je veux parler aussi de ceci. Le mot souverain, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être un État souverain ou des gens souverains ou bien une personne souveraine? Je ne vais pas passer trop de temps non plus ici. Donc, ça ne revient pas non plus cette personne-là. En 2025, avec la situation, c'est un petit peu comme si où le son est pas bon aussi. C'est quoi ça signifie la souveraineté? Ici, par exemple, la souveraineté d'une nation, c'est de posséder le pouvoir suprême ou bien ultime. Vous savez où est-ce que je vais avec ça, hein? Bien sûr, le Canada a compris aussi des restrictions aussi avec les ports aussi, ça venait aussi des soucis. On a besoin aussi des études sur la sécurité et la divulgation du public, qui est entré aussi dans ces systèmes-là et des annonces aussi d'avis de public. Et les dernières années aussi, on s'éloigne aussi de l'influence aussi des règlements et vraiment sur une course vers le bas plutôt que et aussi des capitalismes et des tendances aussi capitalistes. C'est la raison pour laquelle ça va aussi qu'on a vraiment des guerres aussi, le langage et on a toutes ces tendances-là aussi qui sont considérées comme naturelles. Et comment ces terres-là aussi sont aidées par beaucoup de transparence et comment est-ce qu'on peut, perte de transparence, comment est-ce qu'on réglemente aussi et comment est-ce que des ressources. Okay. En 2008, la FDA a enlevé le lait des animaux résultant de clonage. Le Canada l'a pas depuis une couple d'années. Santé Canada et la CIA ont commencé à préparer le terrain avec une abdication de responsabilité secteur par secteur pour sauver de l'argent. Et on a des entrevues comme si tout simplement des décisions scientifiques. Non seulement c'est se mettre à genoux devant la FDA aux États-Unis, mais aussi c'est réduire, oui, il réduire aussi le règlement, la supervision réglementaire et aussi juste estampiller rapidement. Et ça revient, on remonte aux années 90, lorsqu'ils ont refusé de demander l'étiquetage sur les OGM. Alors, ça forçait la section. C'était une décision scientifique et que les régulateurs savaient quand la preuve scientifique est atteinte, quand ce seuil-là, en donnant suite aux décisions de la FDA, ils abdiquent leur responsabilité, la CIA, et ils cafouillent notre souveraineté. Il n'y a pas de supervision, pas de consultation. Alors,
Alors, ça envoie une doigt d'honneur aux consommateurs qui veulent de la transparence et la capacité de faire leurs propres décisions, et aussi aux fermiers dont l'industrie va être affectée par la perte de confiance des consommateurs. Alors, la souveraineté alimentaire, à 2 jours passés, ils ont annoncé que le gouvernement du Canada a reçu beaucoup de contributions de l'industrie et des compétiteurs et sur cette mise à jour de politique. Alors, ils ont posé indéfiniment cela en attendant d'avoir plus de discussions et de considérations. Alors, je pense que le temps des consultations est dépassé. Comme Charlie Angus a dit, si tu fais confiance au processus, tu vas te faire euh, emmerder. Alors, après des attaques sur la gestion de l'offre, j'ai jamais vu autant d'attaques sur la demande et l'offre en 25. C'est une cible parce que la dernière institution de souveraineté alimentaire qui reste au monde, mise sur pied par les fermiers. Et on a des mensonges, des demi-mensonges qui vont devenir plus forts alors que le gouvernement actuel veut renégocier l'ALENA. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Si on suit ce qui se passe aux États-Unis, on aurait moins de la moitié des fermes laitières que nous avons. Et par exemple, les vaches à lait irlandaises du Canada, il y en a seulement 100 qui restent. Alors, il mentionne d'autres qui sont affectés euh, des, des, des 25 000, la unité Riverview Dairy du Minnesota, une grosse expansion. Ça va tripler le cheptel laitier dans l'État et qui est juste tout près du Manitoba. Le ministre là-bas est préoccupé comment ça va affecter le verrou que j'ai touché là, la Winnipeg et la capacité de continuer la surproduction laitière. Ces deux troupeaux-là vont presque correspondre à tout le cheptel laitier au Manitoba. La gestion de l'offre protège les gouvernements contre d'autres processus qui domineraient l'industrie. Alors, le rapport voit que la gestion de l'œuvre, c'est là où les fermiers reçoivent constamment un coût qui dépasse les coûts de production. Et quand je reviens de la Convention, je vais finir un dialogue avec des échanges et à savoir si on devrait même garder là la gestion de l'œuvre. Ça va en Alberta. En parlant d'Alberta, je peux parler brièvement de l'abattage à la ferme dans la province. Le gouvernement de l'Alberta a mis le programme sur pied en 2020 suite à la pandémie et à cause de la pénurie d'accès à l'abattage provincial. Plusieurs petits et moyens fermiers qui n'ont pas accès à d'abattoir ont vu que c'est d'aller directement au marché local avec les opérations de gestion. Ils ont investi du temps, de l'argent dans l'infrastructure, formation, équipement. Et ensuite, le gouvernement décide en juillet de mettre les freins sur le programme d'abattage à la ferme en mettant des limites annuelles sur le nombre d'animaux abattus à la ferme durant une année. Et à ce moment-là, c'était plus viable. Plusieurs fermiers ont été interviewés et ils ont exprimé leur outrage. Ils ont confronté le premier ministre. Et ça a été posé la journée suivante et ils regardaient qui était détenteur de permis. On a rassemblé le groupe, on a préparé un sondage avec les fermiers, on a demandé à nos invités à une rencontre pour réfléchir à la prochaine étape, un noyau fort et de cela, on a bâti un groupe plus fort
On veut s'assurer qu'ils soient entendus avant que les ministres peuvent les taire avec qu'est-ce qu'on a entendu à rapport, dans votre type de rapport. Et dans un courriel à la première ministre et au ministre, on a félicité la première ministre qui, dans son mandat, avait demandé au ministre, je cite, continuer d'appuyer la sécurité alimentaire, renforcer les systèmes alimentaires locaux. Et sur la juridiction provinciale, en enlevant les barrières bureaucratiques qui affectent les petites fermes, augmenter le choix des consommateurs et en soutenant les normes en matière de santé et salubrité alimentaire. Mercredi, le ministre nous remercie de ce qu'on avait dit dans le rapport, toujours intéressé à entendre les points de vue des détenteurs de permis d'abattage à la maison. On pourra vous dire quelle suite il y aura là-dessus. Je veux finir avec une réflexion sur les tarifs. J'étais sur un podcast avec des fermiers conventionnels radicaux, un ancien président Wayne Easter aussi de l'UNF. Et il y avait des discussions importantes qui ont été mises de côté, des questions qu'on avait soulevées à l'UNF. Comment est-ce qu'on peut même négocier une nouvelle entente collective avec un partenaire qui agit en mauvaise foi? Et est-ce qu'il n'était pas déjà annulé pendant que tu le négocies? Pourquoi est-ce qu'on s'attache, qu'on est affecté par des ententes avec d'autres, alors qu'on ne peut pas mettre ça en vigueur contre des mauvais acteurs? Alors, il se demandait s'il y avait des gens qui avaient produit une analyse économique sur les avantages des échanges commerciaux. Bien sûr, ah oui, ils ont dit oui, bien sûr. Et en 2007, et ça montre également une augmentation dramatique dans l'exportation. Et alors, qui était déjà un exportateur géant avant l'ALENA. Et la diminution des revenus à la fermier, les choses ne se sont pas améliorées depuis ce temps-là. On a eu une perte de gestion de l'offre, protection du marché, une surdépendance sur les échanges commerciaux américains, augmenter les pertes, alors les normes d'exportation qui deviennent et manque d'accès aux détaillants, ainsi qu'une perte de fabricants, d'équipements de firmes et la liste continue. Tout cela ça enlève les pouvoirs des décideurs pour ceux qui seraient imputables et ça crée des déficits structuraux dans le système qui limitent les petites et moyennes fermes de desservir leurs marchés locaux. Et l'écart dans la production et le revenu à la ferme, ça ne va pas surprendre qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez le graphique d'Aaron Corbin, vous voyez la différence qu'il y avait au fil du temps avec le gros bleu là, entre réaliser le revenu et le revenu brut. Et ça représente les dépenses, qu'est-ce qu'on paye pour les intrants comme Monsanto, Bayer, Agrium, Irving, etc. Ou les fournisseurs de services comme les banques qui gèrent notre dette fermière. Ça ramène à la question à les négociateurs promouvoir une entente d'échange commerciaux libres. Alors, de quelle souveraineté ils mettent de l'avant? Peut-être qu'il faut reconnaître que l'ALENA, c'est une expérience manquée. Remettre la souveraineté dans les mains des fermiers, des communautés, des gens et des décisions dans les mains de ceux qui sont imputables au lieu de se fier sur des personnes fictives dans les multinationales. En 26, ce n'est pas d'expliquer pourquoi les changements ne peuvent pas marcher, étant donné
les tarifs, les réalités du marché, climat politique et tout cela en 26, c'est d'expliquer la souveraineté. Qu'est-ce que c'est un système alimentaire durable, soutenable, de quoi ça aura l'air, tenir compte de l'écosystème dans le monde qu'on vit. Qu'est-ce qu'il faut en place pour bâtir et assurer cette vision-là pour les générations à venir, pour expliquer aux gens pourquoi ce sont les meilleures idées pour les meilleures communautés. Alors, il faut que ça soit clair à qui sert la souveraineté actuelle.